Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises en région. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Stéphanie Puccio, la vice-présidente France de Salesforce. Salesforce qui est le leader mondial de la relation client, bien connu notamment pour son CRM. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Bordeaux ou Lyon, j'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extramuros. Ça peut sembler surprenant d'avoir une société comme Salesforce au micro d'Extramuros, mais en fait, Salesforce est une société ancrée dans les territoires français. Elle est à Bordeaux, elle est à Paris, elle est à Lille, elle est à Lyon, etc. Et elle cherche depuis le début de son histoire en 1999 à simplifier la technologie pour le compte des entreprises. Ça se traduit tout simplement par des solutions de vente, comme son nom l'indique, mais également dans l'accompagnement de la mobilité, dans la collaboration des salariés, et puis évidemment, depuis quelques années, dans l'IA, l'intelligence artificielle. C'est parti! Bonjour Stéphanie. Bonjour Guillaume. Alors, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir, d'avoir Salesforce sur ce podcast, parce que ça a été dur de trouver une date et on y est arrivé, on a fait preuve de persévérance. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et merci à toi Guillaume et merci pour ta patience. Moi, je suis ravie aussi d'être là. J'avais hâte. Ouais, voilà, tout pareil. Donc, on s'était rencontrés il y a quelques mois à Marseille dans le cadre de votre déploiement national, et du coup, je suis vraiment content d'avoir une marque comme Salesforce et de t'avoir toi sur ce podcast. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais une question toute simple pour démarrer. Que fait Salesforce ? Très bonne question. Alors Salesforce, qu'est-ce qu'on fait ? En 2 mots. Nous sommes le leader de la gestion de la relation client. Et c'est quoi la relation client ? C'est ce qui est connu comme le CRM au sens large. Donc, c'est des solutions. On produit, on conçoit, on développe, on commercialise des solutions pour les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, les organisations privées et publiques, et pour concrètement équiper les équipes commerciales, donc tout ce qui est service-vente, le service client, le marketing, l'e-commerce, aider les équipes informatiques, voilà, pour faire simple. CRM au sens large. Ouais, je peux témoigner que au début, moi, quand Newton s'est développé, je savais même pas que ça existait un CRM. J'avoue, voilà, je le confesse aujourd'hui. Et puis, tu te rends vite compte qu'Excel ne peut pas être un CRM et qu'il faut des vraies solutions hyper intelligentes qui vont vite t'aider à bien structurer ta relation avec les clients. Et là, du coup, dès qu'on regarde un peu ce secteur-là, évidemment, Salesforce, c'est le number one. Est-ce que du coup, tu peux nous faire plonger un peu dans vos solutions pour qu'on comprenne comment ça marche? Alors, nos solutions, oui. Alors, on en a beaucoup. Mais avant de plonger dans les solutions en tant que telles, c'est quoi la philosophie derrière ? Parce que c'est toute l'histoire de Salesforce qui est intéressante et qui va pousser toute la stratégie, et notamment en termes de solutions. Alors, commençons par la philosophie de votre fondateur inspirant et inspiré. D'où vient l'idée de départ ? L'idée de départ de Salesforce, donc ça a été créé. Alors Salesforce, c'est une entreprise qui a été créée en 1999 à San Francisco par Marc Benioff, effectivement, qui est inspirant et qui reste notre président chez Salesforce, qui reste attaché à l'entreprise et extrêmement présent. Et l'idée de départ, c'était de se dire comment rendre les technologies aussi simples et accessibles dans le monde professionnel que dans le grand public. Et pourquoi ? Parce que quand on y réfléchit, le grand public, c'est qui ? C'est toi, Guillaume, c'est moi, ce sont nos collaborateurs, nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs, chacun d'entre nous faisons partie du grand public. Et si on se remet dans les années 90, c'est l'avènement d'Internet, de Google, d'Amazon, et la création de Salesforce est arrivée à ce moment-là avec l'idée de se dire, mais Internet qui est en train de révolutionner complètement la façon de chercher l'information, d'acheter en ligne, pourquoi on n'amènerait pas cette technologie dans les entreprises ? Et c'est pour ça qu'on dit que Salesforce, c'est le créateur, le pionnier du cloud computing. C'est-à-dire, on a amené les premières solutions sur Internet
pour les entreprises. Et en fait, cette philosophie, on va la retrouver tout le temps, au cours des 24 dernières années. Dans les années 2000, c'est quoi? C'est l'explosion de la mobilité. Tout le monde commence à avoir un premier téléphone mobile et puis ensuite un smartphone. Salesforce a pris cette innovation et a rendu toutes les solutions, toutes les applications métiers nativement mobiles. On peut y accéder depuis son téléphone et maintenant même depuis n'importe quel terminal qui puisse exister. Dans les années 2010, c'est l'explosion des réseaux sociaux qui changent complètement la façon d'échanger, donc initialement avec nos amis, nos familles, et ensuite très vite avec les entreprises, notamment dans le B2C. Et ce qu'a fait Salesforce, c'est cette technologie, la rendre accessible pour les entreprises avec des solutions qui sont devenues collaboratives. Et plus récemment, on parle de big data, on parle d'intelligence artificielle, et Salesforce reste précurseur aussi sur ces sujets-là. On est présent sur ces sujets depuis 2014 pour donner quelques idées. Donc ça, c'est la philosophie de départ. Qui donne beaucoup de sens quand on connaît les solutions que vous avez aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux pourquoi il y a ce fil rouge finalement. Alors que parfois, si on le sait pas, on peut trouver qu'il y a plusieurs technos dispo, plusieurs solutions dispo, mais sans comprendre. Et là, je vois beaucoup mieux la cohérence. Mais si du coup on repart des premières solutions, c'est quoi qui fait aujourd'hui quand Salesforce comme solution en entreprise, la première brique peut-être de la première décennie, c'est quoi? Au début, quand Salesforce a été créé, et vous pouvez le voir sur le nom, Salesforce, ça a été créé initialement pour équiper les commerciaux, les ventes, les services commerciaux, pour les rendre plus efficaces au quotidien, c'est-à-dire en disant le rôle d'un commercial, c'est quoi? C'est d'être le plus pertinent auprès d'un client, qu'on soit en B2B, en B2C, le plus réactif possible et avoir une offre la plus adaptée, au bon moment et au meilleur prix. Et donc Salesforce, au début, ses premières applications qu'on appelle Sales Cloud et qui existent toujours, venaient adresser ces enjeux ou ces cas d'usage. Et ensuite, ce qui s'est passé, et pareil, c'est dans la philosophie de Salesforce, c'est qu'une fois que les ventes sont adressées, qu'est-ce qui vient après les ventes? C'est l'après-vente, à savoir le service client. Et Salesforce a développé d'autres applications plutôt dédiées aux équipes du service client pour adresser l'après-vente, les retours éventuels, les problèmes, les requêtes clients, etc. Et on continue avec ensuite le marketing, comment je segmente, comment je fidélise ma base client, marketing à l'e-commerce, de l'e-commerce à tous les sujets d'intégration. Et puis les données, le sujet des données qui est central. En fait, Salesforce propose des solutions qui vont pouvoir gérer, harmoniser, rendre cohérentes, rendre actionnables toutes les données qui sont liées à un client de loin ou de près. Et ensuite, peu importe la personne qui utilise nos solutions dans l'organisation, ce qui est important, c'est assurer une cohérence, une réactivité, un partage de la connaissance qui soit le plus efficace possible pour que les entreprises se concentrent sur leur activité principale, qui n'est pas forcément l'informatique. Non, en effet, du coup, il faut qu'il y ait une adoption assez facile de la part de toutes les équipes. Parce que quand une solution comme ça est déployée dans une entreprise, ça devient la colonne vertébrale de cette boîte, puisque si tu vends pas, tu vis pas bien, voire tu vis pas du tout. Et le fait d'avoir un outil aussi puissant devient hyper structurant. Comment du coup ça se passe? Est-ce que tu as peut-être des exemples de boîtes qui font une petite révolution digitale dès l'instant où Salesforce arrive dans les systèmes? Alors, Salesforce, c'est pas forcément une révolution. Ça, c'est le premier point. Et ça va être, c'est un point important parce qu'on a justement, c'est intéressant, l'image d'être maintenant, en fait, un gros mastodonte, parce que Salesforce a beaucoup évolué ces derniers 24 ans. Mais on n'est pas forcément, on peut devenir la colonne vertébrale, on peut devenir extrêmement important dans une organisation, mais on peut rester aussi sur un périmètre donné. Pour revenir aussi sur l'histoire de Salesforce, Salesforce a démarré avec les PME et ETI. C'est le cœur de métier de Salesforce, c'est la cible de Salesforce. Et c'est aujourd'hui, les PME, les ETI, en tant que clients, restent une cible extrêmement importante. C'est plus de 2/3 de nos clients sont représentés par les PME, les ETI dans le monde et en France également. Et ensuite, au fur et à mesure, les grands groupes sont devenus des clients, mais ça s'est arrivé bien plus tard.
Donc, pour répondre à ta question, comment rendre Salesforce chez un client? En fait, on part d'un besoin. Et le besoin, il peut être très simple, hein. Le besoin peut être, j'ai besoin d'avoir des informations à jour sur ma base client et faire de la prospection. Ça peut être uniquement cette partie-là. Mais ça peut être également, j'ai besoin de faire opérer une transformation digitale qui va toucher l'ensemble des départements de mon organisation sur plusieurs pays, dans plusieurs devises, dans plusieurs langues. Et ça, c'est possible aussi. Un des gros avantages de Salesforce, c'est la capacité à adresser des sujets qui peuvent être sur des périmètres assez simples et aller sur des choses beaucoup plus complexes. Voilà, on va avoir des projets de 3 semaines sur Salesforce comme des projets qui peuvent durer 8 mois, 1 an. Dans ce que je comprends, c'est que aujourd'hui, vous avez une image parfois comme la boutique de luxe où on n'ose pas rentrer. C'est ça parfois l'écueil que vous rencontrez? Alors je veux dire, c'est un bon problème. Ça veut dire que ça signifie que Salesforce a fait beaucoup de choses sur des projets complexes, en allant très très loin d'un point de vue technologique ou en termes de cas d'usage pour un client. Et nos clients ont été vocaux à ce sujet. Et donc cette image-là, voilà, je la prends positivement. Oui, c'est bien sûr. Voilà, ouais. Ce qui est un peu moins positif, c'est pour moi qui rencontre énormément de TI et de PME au quotidien, c'est l'image de devenir inaccessible. On dit toujours Salesforce, c'est la Ferrari de la technologie, la Rolls-Royce, c'est trop cher, c'est surdimensionné, c'est pas fait pour nous. On va pas là, exactement. Ouais. Voilà. C'est l'image que vous avez, que ça peut donner. Ça peut donner de prime abord, et en réalité, je le rappelle à chaque fois, je dis mais en fait, la majorité de nos clients ne sont pas des grands groupes. Et on a des projets extrêmement simples et pragmatiques que des projets plus complexes. La raison pour laquelle nous adressons tout type d'organisation, quelle que soit leur taille, quel que soit le secteur d'activité, c'est encore une fois, c'est une question de philosophie. C'est qu'on s'inscrit dans la durée avec nos clients. Peu importe par où on démarre, quel est le besoin à un instant T, ce qui est important, c'est ce qu'on est capable d'accompagner nos clients dans la durée et avec des besoins qui peuvent changer, évoluer. Et voilà. Et ce qu'on arrive à offrir, c'est justement cette vision et cet ensemble de solutions qui ne sont pas obligatoires, on n'est pas obligé de les activer dans son ensemble, mais qui existent et qui peuvent venir adresser des besoins futurs. Alors, j'entends ce que tu dis quand tu dis que c'est pas une révolution, dans le sens où tu viens répondre à un besoin, tu viens pas tout chambouler, au contraire, tu vas aider des gens à faire mieux ce qu'ils faisaient déjà. Pour autant, moi, mon témoignage en tant que de patron de boîte qui était une toute petite boîte et qui devient une PME, c'est que quand même, quand tu intègres cette logique digitale avec des outils qui deviennent puissants, c'est une bonne révolution. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait positif parce que ça structure tout et ça donne même des bonnes pratiques. Dès l'instant où tu as, alors si on ne dit pas la Ferrari, mais en tout cas, si tu as un super outil qui est là, bah, c'est des années d'intelligence depuis 99 au service des clients, quelque part, qui est là parce que l'outil est déjà structuré en intégrant les meilleures pratiques de toutes les boîtes que vous avez accompagnées. Et ça, c'est génial du jour au lendemain d'avoir ça, de se dire, tiens, si eux le font et si l'outil est construit comme ça, c'est que ça va être la façon la plus efficace de le faire. Et peut-être que nous, on l'avait pas vu, et peut-être, ou en tout cas, on n'avait pas tout intégré là-dedans. Et après, en effet, en découle l'après-vente ou alors même en amont, comment tu vas prospecter. Et c'est là où d'un coup tu as un nouveau partenaire de jeu qui est super fort avec toi, quoi. Alors oui, on peut le voir comme ça, et c'est la façon dont, idéalement, ça c'est notre idéal chez Salesforce, c'est d'être vu comme un partenaire d'une organisation quelle qu'elle soit, et d'être en capacité d'apporter en continu de la valeur. Parce que la façon dont on va mesurer notre succès, c'est via le succès de nos clients. C'est-à-dire si ce que nous avons positionné comme solution, comme service, a un impact positif pour cette entreprise dans son contexte et par rapport à ses objectifs. Donc oui, ça va être important, mais la technologie, c'est pas la seule chose qui est importante. La révolution, ce qu'on voit, en tout cas ce qu'on constate, c'est qu'elle se fait surtout au niveau de la conduite du changement pour une entreprise, au niveau des compétences digitales, gros sujet au-delà de Salesforce,
et au niveau de l'organisation du travail. Une fois qu'on décide de mettre en place un CRM, quel que soit le périmètre, c'est toujours accompagné, il faut toujours accompagner de conduite du changement, d'une réflexion autour des compétences et d'ajustements éventuels sur l'organisation du travail dans l'entreprise, l'organisation donnée. Du coup, il y a des conseils sur ces sujets-là que tu peux donner, de bonnes pratiques pour que ça marche bien? Ouais, pareil, c'est basé sur les retours d'expérience. Le conseil numéro 1, on ne fait pas un choix technologique, peu importe Salesforce ou autre, pour faire un choix technologique. On le fait parce que c'est lié à des objectifs et à ce que j'allais dire, des indicateurs qu'on veut impacter. Ces indicateurs, ça peut être j'ai besoin, au sens large, de faire j'ai un plan stratégique sur 3-4 ans et je dois aller chercher X parts de marché. Pour aller faire ces X parts de marché, dans mon plan, je vais peut-être recruter ou je dois gagner en efficacité, en productivité de combien. Pour cela, je fais simple, je dois avoir des bons outils. Ces outils vont être utilisés par qui, pour quoi faire et quels sont les gains attendus. À partir de là, tout est lié à ça. Quels sont les gains? Ces gains-là vont déterminer les niveaux de priorisation, le temps, les budgets alloués, avoir les moyens de ses ambitions aussi, et voilà, et surtout quelle gouvernance et quelles équipes, à quel point je rends ces projets importants au sein de l'organisation, et à quel point je m'assure que, en tant qu'organisation ou chef d'entreprise, je m'assure que j'ai une implication très forte des équipes en interne. C'est un projet pour les équipes, au service des équipes, pour les clients. Ouais. Une fois que ce boulot est fait et que tu te dis, bah tiens, on a très envie d'avoir Salesforce maintenant comme outil, est-ce qu'il faut avoir un super DSI? Il faut prévoir quoi au sein de l'équipe pour que la bécane fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un super DSI, mais oui. Je sais pas, mais tu vois, si t'es une PME ou t'es pas trop staffé sur ces sujets-là, est-ce que tu vas avoir un trou dans la raquette et avoir un manque pour que ce soit bien mis en place et que ce soit bien utilisé? Alors, je vais répondre. Tout dépend du périmètre cible. Je donne un exemple. Si on revient sur le cas d'usage assez classique et celui du commerce, un directeur commercial, même une direction générale, peuvent suffire. En revanche, il faut avoir un très bon partenaire. Par partenaire, j'entends conseil/intégration, qui va cadrer, paramétrer la solution. On est sur du paramétrage, pas sur du code. Paramétrer la solution, bien comprendre la culture d'entreprise, les processus métiers, mettre tout cela en musique et s'assurer qu'il y ait une transmission aussi de ce savoir-faire sur Salesforce. Et on n'est pas obligé d'avoir une casquette informatique pour faire un projet Salesforce. Alors, attention, tout dépend du périmètre. Plus le périmètre est transverse, plus effectivement, il faut au moins qu'on ait un pilote transverse qui soit aujourd'hui un nouveau poste, un CDO, CTO, DSI, peu importe, mais effectivement quelqu'un qui ait cette vue transverse et des équipes qui soient aussi responsables, j'allais dire accountable en anglais, de ce qui va être déployé et adopté, parce que derrière c'est une question d'adoption. Bien sûr. Tu as parlé de partenaires, c'est-à-dire que quand on veut avoir Salesforce, on bosse pas directement avec Salesforce. Il y a des sociétés qui peuvent aider à la mise en place. Alors, on peut travailler directement avec Salesforce. On a aussi des équipes de consulting qui interviennent sur les projets, qui peuvent les faire de bout en bout. Ça peut être aussi un modèle hybride avec des partenaires. Donc, ce n'est pas Salesforce, ce sont des partenaires intégrateurs ou conseils. Et on a un gros écosystème d'intégrateurs, de partenaires intégrateurs et conseils parce qu'on a eu une grosse croissance et beaucoup de nouveaux clients et de nouveaux projets. Donc oui, et par ailleurs, nous avons des partenaires qui sont certains à taille humaine, d'autres beaucoup plus gros, pour s'adapter aussi à la culture, à l'historique, à la maturité digitale des organisations. On peut utiliser, pour donner un exemple, parce que je le dis toujours, je reprends notre solution historique Sales Cloud, qui est la plus connue, l'une des plus connues. On peut avoir 5 entreprises qui utilisent Sales Cloud, donc le même module.
le même niveau, même module. On prend Renault, on prend Apicil, dans l'assurance, on prend Rossignol dans le retail, on prend Bache aussi dans le retail ou Adecco. 5 sociétés qui utilisent le même module. Aucune de ces 5 sociétés que je viens de citer, va l'utiliser de la même manière. Et en fait, le secret, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire, de quoi on a besoin. C'est pas tant la technologie et le partenaire qui va déployer cette technologie. À quel point ce partenaire doit être considéré, en tout cas c'est notre philosophie, comme un membre à part entière de l'organisation lorsqu'on déploie un projet de ce type. Ouais, très clair. Autre question très simple, voire simpliste. Où est-ce que ça s'arrête et où commence le monde de la finance et de la compta par rapport à cet outil-là? Et vous proposez vous aussi des solutions qui vont jusqu'à de la facturation ou c'est hors scope? Alors, je rigole parce qu'en fait, et là, on va finir par dire, mais Salesforce propose tout. On va jusqu'à la facturation, oui, et avec des solutions de facturation, de gestion de devis, et ça peut aller très loin. Donc, pour répondre simplement, on s'arrête là où le client ou nos clients nous demandent de nous arrêter. Alors, tu vas adorer ma réponse, mais on peut aller après pour faire plus simple. Notre cœur de métier, c'est pas le back-office, pour faire simple, de base. Donc, l'ERP, tout ce qui est ERP au sens propre, on peut intervenir parce que notre technologie est extrêmement customisable. On peut faire beaucoup de choses. On peut aller très loin avec notre plateforme, notre technologie, mais c'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est vraiment tout ce qui touche, enfin tout ce qui est front office, tout ce qui va toucher les interactions avec les clients, enfin les clients de nos clients. Bon, là, on a quand même on a bien plongé dans la grosse brique CRM. Tu as évoqué la deuxième décennie qui était celle des réseaux sociaux. Quelle a été la réponse, donc? Quelle est la proposition? Donc, les réseaux sociaux, quand c'est arrivé dans les années 2010, ça a changé complètement les interactions, les typologies d'interaction. On va dire que avant les réseaux sociaux, on prenait son téléphone, on pouvait appeler des heures, on pouvait envoyer un courrier, on pouvait envoyer effectivement un email. Et si on avait une question, une demande, ou si on voulait simplement prendre rendez-vous, même avec des amis ou notre famille. Réseaux sociaux, ça révolutionne complètement la façon d'interagir. Ce qu'a fait Salesforce, et pas que après, nos confrères ont suivi aussi la tendance, c'est de se dire, en fait, si ça marche aussi bien auprès du grand public, qu'est-ce que ça signifie pour l'organisation? C'est pareil, c'est la collaboration. C'est se dire, au lieu de nous envoyer 50 emails, c'est schématisé, pourquoi on n'aurait pas tout simplement un chat? Voilà. Mais le chat, c'est pas suffisant. Le but, c'est pas juste de chatter, c'est comment je contextualise mes interactions. Comment je m'assure que si je fais un post, comme sur Facebook ou Twitter ou autre, ce post, il est contextualisé parce que si demain mes collaborateurs changent ou partent, la personne qui reprend ce dossier comprend le fil de discussion, dans quel contexte, de quoi on parle, quel client. Ça, c'est une première idée. En fait, l'idée, c'est de dire comment je gagne en productivité, je fais gagner les équipes, les collaborateurs en efficacité pour qu'elles retrouvent le plus rapidement possible leurs informations. En fait, surtout qu'elles aient les informations au bon moment et la bonne donnée et éviter d'avoir des dossiers qui s'empilent, des emails qui s'empilent. À n'en plus finir. Ouais. Voilà. Et des gens qui passent leur journée à traiter les dossiers qui s'empilent sans traiter vraiment les dossiers. Et automatiser un certain nombre de choses. Ouais. Et du coup, ça, c'est une nouvelle solution. C'est pas une nouvelle solution. Maintenant, c'est intégré. En fait, ce sont pas une nouvelle solution. Ce sont on fait des mises à jour, tout simplement, 3 fois par an, en disant qu'est-ce qu'il y a sur le marché qui serait intéressant pour une entreprise. Et on l'intègre nativement dans l'ensemble de nos solutions. Quand je parle de la collaboration, c'est pas une nouvelle solution qui a été créée, c'est une fonctionnalité, des fonctionnalités qui ont été intégrées à l'ensemble de nos solutions qui sont devenues de base collaboratives. Collaboratives en interne, collaboratives avec les clients. Voilà. Et aujourd'hui, on a fait une acquisition qui était Slack en fin 2020. Slack qui vient renforcer aussi
toute la couverture fonctionnelle autour de la collaboration, mais pas que, parce que Slack, c'est pas juste un outil collaboratif. Slack, ça va au-delà. C'est vraiment un outil de productivité qui permet à un collaborateur d'éviter d'avoir, je sais pas moi, 30 solutions différentes, parce que maintenant on est passé à l'inverse de ce qu'il y avait il y a 20 ans, 30 solutions différentes et avoir une fenêtre qui centralise l'ensemble des applications, qu'elles soient Salesforce ou autres, de façon pareil, contextualisée, organisée, en collaboration avec l'ensemble des collaborateurs, etc., etc. Ok, donc je pensais que tu allais me parler de Slack tout de suite, mais en fait c'est venu après une réponse que vous aviez déjà en interne. Absolument. D'accord, très clair, très clair. Et ouais, mais Slack, en effet, c'est fin 2020 et les réseaux sociaux, ça a démarré dans les années 2010. Oui, tout à fait. Voilà, mais donc 2010, vous étiez déjà dessus et vous avez acquis Slack après coup. Vous n'avez pas acheté Slack pour amener, pour combler un trou qui était là, pas du tout. Non. Non, parce que Slack, ça va plus loin que la collaboration, beaucoup plus loin. Et la collaboration faisait déjà partie des capacités de nos solutions là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux donner 2-3 exemples d'utilisation de Slack? Pour ceux qui ne connaissent pas moi, je vais faire mon utilisation, mon propre usage de Slack. Donc, moi, j'utilise Slack, comme tous les collaborateurs Salesforce. Et en fait, c'est la première fenêtre que j'ouvre quand je me connecte sur mon ordi ou même sur mon téléphone, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il y a? En fait, ça centralise. Au-delà des discussions personnalisées, qui est plutôt un chat normal, enfin un chat classique, rien de dingue, je vais avoir toutes les discussions contextualisées autour d'un projet. Ça me permet de suivre déjà tous les projets chez nos clients, avec les équipes, les réintégrer, l'historique, la gestion documentaire, mes présentations organisées par typologie de présentation, par date, par lieu, par horaire. Je vais retrouver aussi, je peux approuver en 2 clics et avoir le détail si je le souhaite, les notes de frais de mes équipes. Donc, c'est directement intégré avec, en l'occurrence, on utilise Concur. Directement, je peux approuver aussi les congés de mes équipes. Donc, c'est intégré directement avec Workday. J'ai une petite fenêtre dans Slack, qui vient me demander, voilà. C'est intégré à mon propre Salesforce. Donc, je vais avoir des notifications sur les prévisions de vente, s'il y a eu des baisses, des ajustements de mes équipes dans la semaine, dans le jour, si des dossiers, il y a eu des gros changements, que ce soit en montant, en prévision, en typologie de solutions, par exemple. Je vais avoir, en fait, c'est un peu mon cockpit sur tous les sujets. C'est-à-dire, j'ai des notifications automatiques, des demandes d'approbation, quelle que soit la demande, la nature. Je vais avoir des échanges avec les équipes. Je vais pouvoir, en fait, je gagne un temps fou. Et ça vient aussi automatiquement me filtrer les sujets que je n'ai pas lus, les sujets qui sont prioritaires, parce que je peux paramétrer qu'est-ce qui est prioritaire venant de qui, quoi, comment dans l'organisation. C'est aussi intégré à mon agenda. Donc, j'ai des alertes. Ça se met automatiquement si j'ai une réunion qui démarre sur tel sujet pour donner quelque chose de très simple, je peux démarrer une réunion tout à l'heure avec un client et Slack va savoir que je vais démarrer cette réunion avec tel client spécifiquement et me préparer les informations qui sont liées à ce client. Moi, je trouve ça exceptionnel. Bon, voilà, pour vous donner quelques exemples. Très, très fort. Je ne sais pas si tu fais un usage, Guillaume. Je suis pas 3e étoile de Slack comme toi, apparemment. C'en est un peu plus simple, mais j'ai quand même pas mal d'infos qui transitent par ça. Pas uniquement. Honnêtement, nous, on a basculé au début sur les bons conseils de Jules quand il nous avait rejoint et ma crainte débile, c'était de dire attends, j'ai déjà plein d'emails, ça va quoi. C'est pas pour aller encore chercher de l'info sur un autre outil. Mais non, tu vas voir, c'est pas pareil. Et puis une autre raison aussi, c'était que ce que tu disais, on est à la fois du grand public et des pros, et dans la vie privée, on avait plein de WhatsApp. Et quand tu commences à utiliser ça pour le pro aussi, tu dis en fait ça marche pas. Il nous faut quand même un chat confidentiel, cadré, sécurisé. Et on va recommander à tout le monde, s'il y a un chat, de passer par Slack. Et c'est vrai qu'en ayant ça, et les
les salariés ont commencé à l'utiliser, tu as de l'info qui est poussée, tu as les anniversaires, tu as les trucs. Et donc, c'est vrai que si tu veux pousser de l'info sans attendre un retour forcément, tu veux envoyer un article intéressant de presse ou autre, c'est le bon canal plutôt que d'envoyer un email à 30 personnes qui vient polluer ton inbox, quoi. Et pour rechercher l'information aussi, dans un document, dans une discussion, où les bonnes personnes en charge de tes sujets. Ouais, on voit les avis clients, par exemple. Je vois les avis clients, je vois les nouveaux clients potentiels qui arrivent. C'est sûr que ça donne assez vite et assez facilement ça donne une bonne fenêtre sur ce qui peut se passer et ce que tu as envie de regarder surtout. Tu peux évidemment le choisir. Donc très utile. Donc tu utilises quasiment plus tes mails. Alors malheureusement, il faudrait que tous mes clients et tous mes partenaires et tout mon écosystème arrêtent d'utiliser des emails, mais on va dire au sein de Salesforce, on n'utilise pratiquement pas les emails. Il y a une nouvelle révolution, en tout cas, je pense que c'en est une cette fois-ci, c'est l'IA, en tout cas celle qu'on a aujourd'hui qui arrive assez fort. Là, pareil, même question. Qu'est-ce que vous intégrez? Comment vous positionnez par rapport à ces nouveaux outils, à cette nouvelle force? À ce nouveau sujet, gros sujet d'actualité, l'intelligence artificielle. Alors, chez Salesforce, on l'appelle Einstein. Et donc, c'est un de nos personnages, d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent un peu Salesforce, on adore avoir des petits personnages qui représentent nos solutions. Donc, Einstein, c'est ce qui représente l'intelligence artificielle et c'est pas quelque chose de nouveau chez Salesforce. Salesforce investit dans cette technologie depuis 2014. Et depuis 2016, l'intelligence artificielle a été intégrée à l'ensemble de nos solutions, à notre plateforme, pour enrichir les capacités justement de nos solutions. Comme pour la collaboration que j'évoquais tout à l'heure, comme pour la mobilité dans les années 2000. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une innovation, on l'intègre à l'ensemble de nos solutions pour enrichir la couverture fonctionnelle. Et en fait, la grande nouveauté cette année, c'est qu'on a complété l'intelligence artificielle qui était jusqu'à présent dite prédictive par de l'intelligence artificielle générative. Alors, je rappelle, l'intelligence prédictive, c'est quoi? C'est la capacité à analyser énormément de données de façon autonome, basée sur de l'historique, des données existantes et avec un fonctionnement d'apprentissage automatique qu'on appelle le machine learning pour obtenir des prédictions, des recommandations ou de l'automatisation. Ça, c'est l'intelligence artificielle prédictive. L'IA générative, et je pense cette année, ça a été un des gros sujets discutés partout, dans tous les médias et pour toutes les organisations, c'est plutôt un type d'intelligence artificielle qui est capable de créer de nouveaux contenus, tels que des textes, des images ou même des sons de manière autonome. Et donc, l'IA peut produire des éléments qui sont originaux, c'est ça qui est intéressant, ou générer des résultats innovants et créatifs en réponse toujours à des directives qui doivent être précises. Alors, Salesforce n'a pas inventé un nouveau modèle d'IA. Je tiens à préciser, parce qu'on me posait souvent la question. Il existe déjà plusieurs modèles d'IA qui sont d'IA générative, comme OpenAI, Anthropic ou encore Coert. Et c'est sur ces modèles qui sont parmi les plus performants du marché, que Salesforce va se reposer. Et on va se reposer sur ces modèles, mais en sécurisant l'ensemble de ces technologies pour fournir à nos clients des capacités d'IA clés en main. Et l'idée, en fait, pour faire simple, c'est de se dire, on ne crée pas une intelligence artificielle à côté de nos solutions, on vient l'intégrer à l'ensemble de notre suite. Donc, si je reprends le CRM, tout ce qui est exploitation de données, et à cela, on rajoute l'intelligence artificielle, tout ça pour faire en sorte que nos clients soient en capacité d'être encore plus productifs, encore plus réactifs, et surtout toujours à la pointe de l'innovation sur ce qui existe sur le marché. Donc, si j'essaie de prendre des exemples simples, et corrige-moi si je fais fausse route, on a Salesforce depuis 3-4 ans, il a de la data, il sait ce qu'on a vendu de façon saisonnière, peut-être avec une saisonnalité. Ça fait 4 ans, à partir de là, il sait nous dire, l'année prochaine, tu risques de avoir tel type de profil de vente en fonction de, là aussi, d'une saisonnalité. Absolument. Donc ça, c'est l'IA plutôt prédictive. Ça va être basé, on peut faire les prévisions, basées sur l'historique, basées sur le marché, basées sur les clients, telle data. Donc de façon, ça va faire des calculs, très très vite et très très rapide, contextualisé. Et oui, il va y avoir des orientations. Ça existe déjà. Moi, je l'ai typiquement dans les prévisions de vente.
J'ai ce que mes équipes vont pousser, leurs propres prévisions, et puis j'ai un IA qui va me dire, là, on est vraiment en décroissance, là, c'est pas normal, là, on serait plutôt sur telle tendance. Donc, derrière, à moi de faire mon propre idée. Mais ça va m'orienter sur les points d'attention ou sur des choses qui sont moins intuitives qu'on a imaginé. Donc, c'est bien complété. Donc, ça, c'est du prédictif, c'est des recommandations, c'est des analyses très, très, très poussées de beaucoup, beaucoup de données qu'on aurait pu faire, qu'on faisait un certain temps, mais qu'aujourd'hui, on prendrait une semaine pour avoir les mêmes résultats. Donc, bien ça sûr. peut se faire en une seconde. Le génératif, et maintenant, le génératif, oui. Voilà. Ça va être différent. Pour donner des cas d'exemple, très concrets, qui sont actuellement utilisés chez nos clients, c'est je suis au service client, j'utilise Salesforce, donc, et je reçois un appel d'un client. Mon Salesforce va immédiatement reconnaître de qui il s'agit, quel est son historique, quelles sont les informations, etc. Et en fonction de la discussion que je vais avoir avec ce client, l'IA génératif va proposer en parallèle, par exemple, déjà le contenu de réponse, la documentation, le process à suivre. Le mail va directement être généré. Ça a de l'intelligence artificielle. Ouais. C'est que le contenu est généré en analysant aussi l'échange qu'il peut y avoir avec un client, par exemple. Ou un email, ou une demande. Ouais, donc il capte ce qui est dit, par exemple, sur de la voix au téléphone, et il va pousser. Alors, il peut pousser des réponses en live à celui qui parle, ou proposer l'email pour envoyer à la fin, et faire des notes qui vont partir aussi, être stockées sur le compte du client dans le CRM. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est, alors ça, je pense que vous utilisez tous, ou au moins vous avez tous essayé ChatGPT. Vous êtes un commercial, un responsable de compte. Vous avez des rendez-vous clients, vous avez pris des notes. Vous demandez à l'IA, dans un environnement sécurisé, donc dans votre Salesforce, de faire le compte rendu et de l'historiser au bon endroit, au niveau du compte, du contact, d'une opportunité d'affaires, peu importe le contexte. Ça, c'est l'IA générative assez pragmatique. Vous avez un site e-commerce, ça on le fait notamment avec Gucci et pas que. Vous avez un site e-commerce. Moi, je suis cliente, je suis sur le site de Gucci, mais sans le savoir. Donc, je suis sur Salesforce e-commerce et bizarrement, je suis contente en cliente. Je vais voir que le site est particulièrement pertinent par rapport à ce que j'aime, par rapport à je sais pas, mon budget, mes couleurs, etc. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça va être un mix d'intelligence prédictive, si on a la donnée déjà récoltée du client qui vient visiter ce site internet, et du génératif qui va mettre à jour des catalogues produits et des prix presque en live sur un site internet. Est-ce que tu me suis, Guillaume? Donc ça, c'est des choses comme ça, très pragmatiques. L'idée encore, c'est quoi? L'idée in fine, c'est pour ça qu'on l'a intégré à notre suite de solutions, c'est d'améliorer l'expérience client. C'est d'être le plus pertinent possible. C'est ça, à la fin, l'idée. L'expérience client et faciliter aussi la vie des collaborateurs, parce que plus on est pertinent, moins on fait d'erreurs de stratégie, plus on optimise aussi ses budgets, que ce soit marketing ou autre, et plus on est capable d'aller rechercher les X points de croissance, les parts de marché, la diversification, tout dépend de la stratégie recherchée. Je parle même pas d'RGPD et de... Alors oui, mais c'est évident que c'est compliant. Alors oui, déjà, c'est évident que c'est compliant, ça c'est le premier point, et surtout c'est un sujet qu'on connaît très très bien, et effectivement on accompagne aussi nos clients sur ces sujets-là. Il y a des réglementations extrêmement claires par pays, et c'est pas nouveau. C'est partie aussi de ce qu'on est capable aussi d'orienter, de guider, guider nos clients sur ces sujets-là. Non, mais c'est même une bonne solution, je trouve, même pour les entreprises, de savoir qu'il y a un outil comme ça qui fait le job et qui le fait sérieusement. Et tu sais que du coup, si de la data est stockée là, c'est que normalement, c'est bien cadré, quoi. Et merci de le préciser, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est on n'a pas inventé le modèle d'intelligence artificielle, on s'appuie sur des modèles qui existent. En revanche, on crée un cadre, c'est exactement ça, on l'intègre dans Salesforce et on crée un cadre qui soit évidemment super sécurisé, en contexte, avec les données du Salesforce, des choses qui existent déjà, des processus, et compliant, effectivement, qui suit bien toutes les réglementations et le niveau d'exigence qui est demandé par nos clients et par les pays et par la réglementation. Ouais. Ouais.
Les clients vous demandent où sont stockés. Est-ce qu'il y en a qui veulent des data centers du coup, parce que le cloud c'est bien beau, mais à la fin c'est quand même c'est des data centers qui sont en Europe. C'est des choses comme ça qui peuvent être demandées aussi. Ça arrive? Ça, oui, oui, bien sûr, ça dépend des clients. On a, alors pour information, on a quand même des data centers en France et en Europe. Donc en France, en Allemagne, au UK, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Donc après, c'est le choix de nos clients, effectivement. Certains clients souhaitent absolument savoir que leur instance, on appelle ça leur environnement Salesforce, est bien hébergé en France. Et ça, ce sont des discussions qu'on a de façon très ouverte. Ce qui est important, c'est vraiment ça fait partie de nos valeurs, hein, que la confiance qu'on peut avoir avec nos clients, elle soit là. Et ça, la confiance, ça se décrète pas, ça se construit, ça se prouve, c'est dans la durée. Donc oui, donc ces sujets-là, on en parle de façon très très ouverte. Oui, oui, tout à fait. Bon, est-ce qu'on a oublié des points importants autour de vos solutions? Non, je pense qu'on a On est fini. pas mal là. Je Hein, sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'est super clair. Je te remercie. Ouais. C'est super clair. En fait, je fais exprès de poser des questions simples avec des mots simples pour que chacun puisse vraiment s'approprier le truc plutôt que de faire semblant d'être le roi de l'IA ou des solutions en mettant des mots cool mais sans vraiment comprendre ce qu'on raconte. Et tu l'as fait super bien, donc merci beaucoup. Et d'ailleurs, tu as évoqué quelque chose que je trouve très important, c'est que cette IA, elle est nécessaire pour des experts. C'est-à-dire que toi, l'info que tu sais l'analyser en tant qu'expert. Tu la prends pas pour argent comptant. Peut-être que d'ailleurs la prédiction elle est pas bonne et toi tu sais l'interpréter. Et souvent il y a je sens cette crainte sur ce nouveau mouvement qui est l'intelligence artificielle, de dire l'homme va être déclassé, les machines vont prendre le pouvoir. Et en fait, moi, pour quand même l'utiliser depuis quelques semaines, tu vois quand même des grosses bêtises de la part de ton IA générative, que ce soit pour le boulot, ou je l'utilise même moi pour... J'ai essayé ce week-end pour faire des exercices de français à mon fils. Si t'es pas quand même, si t'as pas bien retenu tes leçons toi de français, il est pas toujours très fort. Et il faut quand même en avoir conscience et être assez détendu avec ça du coup. Non, absolument. Et moi, c'est ce qu'on dit d'ailleurs chez Salesforce. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'humain. Ça va changer les choses parce que ça va permettre d'automatiser, de gagner beaucoup, beaucoup de temps sur des sujets. Mais comme, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il y a un impact positif normalement a priori qui est recherché. Donc, oui, non, pas besoin d'être expert, mais avoir un peu de bon sens et pas prendre pour argent comptant effectivement les résultats d'une IA. Bon, alors maintenant, on va arriver à votre déploiement en France, parce que nous, quand on s'est rencontrés, c'est que tu venais au plus près de tes clients dans les grandes villes. Comment vous êtes organisé pour accompagner justement ces PME et ces ETI en France? Alors en France, on est présent déjà depuis 2005. Donc c'est arrivé assez vite. La France, c'est un pays important pour Salesforce. C'est même le 4e pays au niveau mondial. Hein. Donc c'est un pays qui se développe, qui s'est toujours développé très très vite et avec beaucoup de clients depuis le début. Et donc comment on s'organise? On a d'un point de vue pur géographique, on a un bureau à Paris. Ça a démarré comme ça, c'est notre siège en France. Mais on a aussi un centre de recherche et développement à Grenoble qui améliore d'ailleurs les solutions de nos clients basées sur leur retour, hein, sur leurs demandes. Donc ça, c'est pas fait aux États-Unis dans un coin. Il y a aussi une 50aine de personnes qui travaillent nuit et jour sur ces sujets-là. On a aussi un bureau à Lyon avec des équipes pas que commerciales, des équipes avant-vente, marketing, des équipes support, après-vente, etc. Et un bureau à Nantes. Ça, c'est aujourd'hui un peu les bureaux tels qu'ils existent. Mais au-delà des bureaux, nous avons des équipes partout en France. Ça veut dire qu'elles vont pas être forcément rattachées à un bureau, elles vont travailler en remote, en télétravail pour la plupart d'entre elles. Mais elles sont partout en France. Pour faire simple, c'est à la demande de nos clients. Nous, on va suivre ce que demandent nos clients. Si nos clients nous demandent d'améliorer telle fonctionnalité de nos solutions, on va le faire. Si nous demandent d'être présent à tel endroit, on va le faire. Donc ça, c'est de façon pragmatique, l'organisation. Et on a une approche qui est à la fois par verticale,
donc par secteur d'activité, parce qu'on couvre l'ensemble des secteurs d'activité, mais il faut quand même avoir une expertise sur les sectoriels, sur une industrie donnée, et une organisation géographique pour être au plus proche, effectivement, de nos clients. Et pas que les PME et ETI, aussi certains grands groupes qui demandent effectivement, je pense à CMA-CGM à Marseille, qui a une équipe pratiquement dédiée sur place. Ouais. Oui, parce que si Salesforce est dans Extramuros aujourd'hui, c'est que vous êtes un acteur régional aussi. Et c'est ça que je trouvais sympa de souligner et que j'ai découvert quand on s'est rencontrés, c'est que là aussi, il peut y avoir des images autour de Salesforce, la boîte américaine, on ne sait pas trop où elle est. Non, vous êtes des acteurs à côté des boîtes, des territoires, et vous les accompagnez. Malgré tout, avec ce regard de boîte internationale, est-ce que vous voyez des spécificités françaises, voire même après aussi, autre question, des spécificités régionales? Spécificité française, si je regarde par rapport aux autres pays, déjà l'économie française, elle est à 99,9% faite de PME et ETI. C'est le premier point. Donc c'est pour ça que les PME et ETI en France ont une grosse part. Et contrairement encore une fois à l'image, et j'espère qu'on changera maintenant cette image, c'était pas le cas il y a 10 ans, hein, c'est ça qui est dingue. À l'image aujourd'hui, comme quoi on adresse que les grands groupes, ce qu'il faut. Non, les PME ETI, c'est vraiment le cœur c'est vraiment ce qui fait la croissance de Salesforce en France, entre autres. Merci, je te coupe. Merci de le rappeler parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que 40 boîtes en France à chaque fois et que tu as toujours un peu cette vieille, ce vieux réflexe marxiste de dire il y a 40 boîtes qui dominent le monde en France et le reste qui se fait dominer. Non, 99% des boîtes sont des TPE. Voilà, 0,9 ouais. sont des petites boîtes, voilà. Et donc arrêtez de nous gonfler avec les grands patrons, voilà. C'est même l'épine dorsale de la France pour reprendre les termes. Mais voilà. Et moi je trouve ça bien. Et je trouve ça bien parce qu'il y a une diversité d'entreprises en France de pépites sur des sujets presque insoupçonnés qui existent et de talents du coup et de business model et de j'allais dire d'histoire entrepreneuriale ou familiale, hein, énormément d'entreprises familiales qui sont extraordinaires. Donc et ces entreprises-là, elles sont partout en France. Alors je dis partout, soit c'est historiquement parce que l'ancrage c'est une entreprise familiale il y a 30 ans, 60 ans, 100 ans, peu importe, soit pour des raisons aussi personnelles, soit parce qu'il y a une opportunité à un instant T. Donc ça, c'est tout autant d'histoires. Et en fait, ces histoires-là, on ne peut pas les comprendre, ou je pense qu'on peut mal les comprendre, on peut passer à côté si on n'est pas si on n'est pas proche, si on ne comprend pas, si on ne base pas sur place. Donc ça, c'est plutôt une conviction, mais c'est celle de Salesforce aussi. Et aller sur place, c'est pas juste aller sur place pour aller pour signer un contrat avec ce client. C'est aller sur place pour comprendre ce qui se passe. Donc là, je vais revenir sur ta question d'un territoire, d'une région. Comment ça fonctionne? Quel est le dynamisme économique? Ou sont les sujets d'actualité? De quel bassin économique on parle? Où on en est en termes d'emploi? De quoi on a besoin? Parce que quand on investit ou quand on va se déployer ou se développer dans une région, on ne vient pas la consommer, on vient vraiment en s'engageant et on ne s'engage pas tout seul. Il y a tout un écosystème. Et l'écosystème, pour être très pragmatique, ce sont nos partenaires que j'évoquais tout à l'heure, nos partenaires intégrateurs, conseils, nos partenaires ISV sont les partenaires tiers, c'est-à-dire qui créent des solutions en complément des solutions de Salesforce, de notre écosystème applicatif. Ce sont les associations avec qui on travaille beaucoup pour développer des talents, pour développer les compétences dans le numérique, dans une région donnée, dans un bassin donné. Et donc, on ne vient pas tout seul. C'est Salesforce plus l'ensemble de son écosystème, sur un territoire donné ou une métropole. Merci. Et je crois que dans nos précédentes discussions, et quand vous réfléchissez à votre orga pour s'adapter justement à ces boîtes françaises, vous êtes dit on va faire du matriciel quelque part. Quand d'autres pays sont peut-être plus en silo ou peuvent être régionalisés. Certains, voilà, peut-être que Salesforce dans d'autres pays européens vont être peut-être plus catégorisés par type d'activité ou
C'est des spécificités qu'on a ici en France? En fait, ah oui. Alors tu as raison. Effectivement, j'ai pas répondu complètement à ton point tout à l'heure. C'est que on sait que chaque pays et chaque région d'ailleurs a des spécificités ou peut avoir des spécificités. Et même si on a un modèle qui est globalement le même dans le monde, chez Salesforce, ce qui est extrêmement important, c'est à quel point on adapte l'approche. Donc ça va se faire au niveau d'une région, l'Europe. Donc pour les Américains, EMEA, it's a region, une région. Et ensuite au niveau d'un pays, et au sein d'un pays, au niveau des métropoles et différentes régions. Donc oui, il y a des différences. Je prends l'exemple du UK, qui est aussi un pays très important, donc Royaume-Uni en Europe. C'est un pays qui est extrêmement centralisé et on a une organisation, Salesforce, qui est vraiment par verticale. Il n'y a pas vraiment de notion de région. Je prends à contrario l'Allemagne, qui est de base un pays décentralisé avec les lenders. L'organisation Salesforce, les équipes, la façon de la gouvernance de Salesforce au sein de ce pays va être décentralisée, complètement régionalisée. Et je prends la France, et la France, ça va être un mix des deux. On va avoir des secteurs d'activité, parce qu'on a des organisations qui disent, et c'est vrai, des entreprises qui vont nous dire, moi, ça ne m'intéresse pas de parler avec mon voisin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que font mes collègues, plutôt mes confrères dans mon industrie, qu'ils soient des gros groupes, des petits groupes, peu importe, et qu'est-ce que vous faites avec eux et quelle est votre expertise sur ce domaine-là. D'autres, en revanche, vont dire, moi, je m'en fiche. Moi, je veux parler avec mon voisin, je veux parler avec mon fournisseur, avec mon client, avec mon ancien employeur, et c'est ça qui m'intéresse, et je veux savoir ce que vous faites Salesforce avec eux, et comment ça se passe. Donc, on a ce mix-là. Et ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, pour revenir à ta question sur les régions et sur certaines métropoles, en France, il y a un fonctionnement très, très, très écosystème presque fermé. Les entreprises se connaissent, les dirigeants se connaissent depuis longtemps, ils sont même allés peut-être à l'école ensemble. Il y a une confiance en fait qui est très forte et ce que j'appelle même un microcosme qu'on ne peut pas appréhender de l'extérieur si on ne connaît pas. Et ça, je dirais, c'est une particularité en France, mais pas que, parce que j'imagine que ça existe aussi dans d'autres pays. Et on le voit notamment à Marseille, on le voit aussi en Vendée, on le voit aussi un peu partout. Donc, dans toutes les villes, ouais. Je te pose la question et ça me fait sourire parce que c'est l'orga de Newton Offices aussi en France. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des compétences en centrale, un peu en silo, et on a des directions régionales, locales, qui viennent s'appuyer sur ces ressources-là. Et on veut avoir de l'intelligence au plus près du terrain, justement pour ce que tu viens de dire aussi, c'est que quand Newton arrive à Lille, on est Lillois à Lille. Quand on arrive à Lyon, on va être Lyonnais à Lyon. Absolument. Et pas débarquer. Alors, on n'est jamais parisien, nous, parce qu'il y a toujours le cliché du parisien. mais débarquer comme ça avec de grandes certitudes. Et c'est en général la bonne façon de se planter quand tu arrives dans les territoires. L'idéal, c'est de s'adapter effectivement aux écosystèmes et aux actualités territoriales si on veut vraiment contribuer et faire partie de cet écosystème, tout simplement. La petite question habituelle, un petit rituel d'extramuros qui est plus pour parler de toi et peut-être aussi du coup, par conséquent, donner des petits conseils de équilibre pro-perso. Comment toi, du coup, la question que je pose souvent, c'est et après je m'arrête là, je vais pas plus loin dans la psychanalyse, c'est juste qu'est-ce que tu fais quand tu bosses pas, voilà, et est-ce que tu as une passion particulière, un sport qui voilà qui fait que tu trouves un équilibre, ou est-ce que dès que tu voyages tellement dans les villes de région que rien que ça te suffit et du coup tout va bien, quoi. Tu réponds un peu aux questions. En fait, il y a un mix de tout ça. Déjà, j'ai la chance, et je trouve ça, c'est vraiment une chance de pouvoir, alors pour le coup, j'ai des équipes partout en France. Donc, de me déplacer pour aller voir nos clients, les équipes, nos partenaires, les associations. Donc ça m'aère beaucoup. Je suis une grande amoureuse de la France au sens large et je suis une passionnée, ce que je disais tout à l'heure, de la diversité des entreprises, des activités et des talents que nous avons partout en France. Donc ça, alors c'est pas, tu vas me dire, c'est pas mon temps libre, ça fait partie de mon quotidien, mais ça m'aère et ça me permet de découvrir, d'apprendre toujours et de découvrir beaucoup déjà de nouvelles personnes, de faire des rencontres et aussi de nouveaux types d'activités, business et d'avoir des échanges passionnants autour de tout cela. Ça, c'est le premier point.
Après, l'avantage aussi de travailler chez Salesforce, moi, ça fait bientôt 11 ans, hein, je suis un dinosaure chez Salesforce. L'avantage de travailler chez Salesforce, et c'est pas pour rien que ça a été désigné comme Great Place to Work. Je sais pas si tu connais cette appellation, voilà, pour les entreprises de 1000 à 2500 employés. Great Place to Work, c'est pas pour rien. Pour 3 ans, hein, ça fait 3 ans que on a eu ce prix-là. Il y a énormément de flexibilité dans le travail. Alors bien sûr, on a parlé de nos solutions en long, en large, on les utilise. Et un des avantages d'être extrêmement bien équipé, je veux dire en tant que collaborateur, c'est qu'il y a beaucoup de flexibilité. On peut faire du télétravail, on a des super locaux à Paris et partout d'ailleurs dans les différentes villes où on est implanté, mais on a ce modèle hybride qui fonctionne extrêmement bien. Parce que où que je sois, j'ai accès à toutes mes informations sur mon mobile, je prends beaucoup le train, sur mon mobile, où que je sois, j'ai pas forcément besoin d'être au bureau pour accéder à des informations. Voilà, j'y vais pour voir des collaborateurs, j'y vais pour des réunions, j'y vais pour m'énergiser parce que on peut pas le virtuel ne peut pas remplacer la dynamique d'équipe et le sentiment d'appartenance. Mais du coup, je peux m'organiser très très bien aussi à titre personnel. Alors moi, j'ai un fils qui a bientôt 6 ans. Donc, je suis en capacité à aller chercher à l'école, de l'emmener le matin. Alors, je m'organise dans la semaine, mais parce que j'ai cette flexibilité-là aussi, d'être où que je sois, d'être en capacité de parler des clients, d'avoir les informations, d'être pertinente, de suivre ce qui se passe au niveau des activités. Donc, du coup, ça, c'est un bon point, ce qui permet que ma vie perso et ma vie professionnelle se mélange un peu. Se mélange un peu et j'ai cette flexibilité. En fait, on n'a qu'une vie. Hein. Voilà, elle se mélange un peu. Mais je suis dans une organisation qui est surtout sur les résultats et non pas sur à quelle heure j'arrive au bureau, est-ce que j'y étais ou pas aujourd'hui. Et ça, c'est à titre personnel. Je trouve ça, heureusement d'ailleurs, c'est encore beaucoup d'entreprises qui sont restées, on va dire, j'appelle ça dans un ancien modèle, hein, très très strict sur cette partie-là. Et voilà. Mais ensuite, temps libre, ça va être très 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 cliché. J'allais dire la lecture. Le cocooning, Tu sors du digital, donc c'est bien. Là, je sors du digital, exactement. Ouais. Alors, pour le coup, je fais des coupures avec le digital. Et ça, tu as entièrement raison. Là, je coupe avec le digital parce que c'est mon quotidien. Et je trouve ça très bien, mais c'est bien de couper également. Et du sport, alors non, je ne suis pas une énorme sportive. C'est pas obligé. Hein. C'est pas obligé. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais voilà, mais je m'y mettrai sûrement. Super. Merci beaucoup. Très content de t'avoir eu et merci pour ces explications. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et c'était vraiment le cas pour toi. Tu nous diras si à la suite des écoutes, il y a un pic de vente, parce que vous pourrez le traquer du coup. Faudra dire aux nouveaux clients que ça vient de Extramuros. Voilà, faudra. Non, je plaisante. J'espère que j'ai été. En tout cas, merci pour cet échange, parce que c'était très très naturel. Ça change des formats un peu plus classiques, des interventions que je peux faire. Donc j'ai voilà. Comme tu disais, c'est des échanges, comme autour d'un café. Voilà. Comme ça, vous avez assisté avec nous au café. Merci Stéphanie, à très vite. Merci à toi et à très vite.